Je n'avais même pas encore parlé de mon héritage de 24 millions d'euros à mon mari lorsque la directrice de la banque a levé les yeux de son écran, a froncé les sourcils et a dit « Madame de Valois, je dois vous interrompre tout de suite. Selon nos dossiers, vous êtes divorcée depuis 8 mois. » Je suis restée complètement immobile pendant 3 secondes, puis j'ai fait une seule chose. Paris, fin octobre, ce genre d'après-midi où le ciel hésite entre le doré et le gris et où tout semble suspendu entre ce qu'il était et ce qu'il est sur le point de devenir. Mon nom est Camille de Valois, j'avais 38 ans cette année-là, fondatrice et architecte principale de Valois Design. Un cabinet d'architecture commerciale de taille moyenne que j'avais bâti à partir d'un simple bureau loué dans un espace de coworking du boulevard Saint-Germain pour en faire une entreprise de 42 salariés. 3 grands contrats publics et une réputation dans toute l'Île-de-France pour laquelle j'avais discrètement sué pendant plus d'une décennie. Je ne viens pas d'un milieu fortuné, mon père réparait des systèmes de climatisation et ma mère travaillait à l'accueil d'un cabinet dentaire. Tout ce que j'avais, je l'avais gagné de mes mains, de mon esprit et d'un refus quasi pathologique d'abandonner. La seule personne de ma famille qui avait bâti une véritable fortune était mon oncle Patrice, le frère aîné de mon père, un self-made man qui avait passé 40 ans à investir dans l'immobilier commercial à travers la province française, discrètement, sans tambour ni trompette. De la manière dont les gens sérieux construisent les choses. Il ne conduisait pas de voiture voyante, il portait le même style de blazer en laine depuis 30 ans et la seule chose extravagante qu'il possédait était un compas de dessin technique en laiton ancien. Ce genre d'outil qu'utilisaient les architectes avant que les logiciels de DAO ne les rendent obsolètes, et qui trônait sur le bureau de son cabinet de travail depuis avant ma naissance. Quand j'avais 12 ans, il m'avait assise à côté de lui et m'avait montré comment l'utiliser en me disant « Camille, cet outil ne dessine pas le tableau à ta place, il t'empêche simplement de te mentir sur la distance entre là où tu es et là où tu essaies d'aller. » Je n'avais pas tout compris à l'époque, mais lorsque j'ai fondé Valois Design des années plus tard, mon oncle Patrice m'avait envoyé ce compas par la poste sans un mot, juste enveloppé dans une feuille de papier millimétrée, et je l'avais posé sur mon bureau où il était resté pendant 11 ans. Patrice est décédé d'un AVC en septembre à 71 ans, sans enfant et sans jamais s'être marié, et lorsque son notaire m'a appelé 3 semaines plus tard pour m'annoncer ce qu'il avait légué, un portefeuille de biens commerciaux, un compte-titre et une participation dans une entreprise de logistique d'une valeur totale de un peu plus de 24 millions d'euros, je suis restée assise dans ma voiture sur le parking de mon immeuble de bureau pendant un long moment sans bouger, car j'aimais mon oncle et le chiffre importait peu. Ou presque. J'ai pris rendez-vous dans la succursale bancaire où était domicilié le compte-titre pour entamer les démarches de transfert des actifs à mon nom. Mon mari Thomas savait que Patrice était décédé et que la succession était en cours, mais il ne connaissait pas encore le montant, et je m'étais dit que je le lui annoncerais ce soir-là au cours d'un dîner dans un bel endroit, en me disant que cela pourrait être un tournant pour nous. Une idée à laquelle je croyais de la même façon qu'on croit à quelque chose dont on sait déjà que c'est faux mais qu'on n'est pas encore prêt à affronter. Thomas de Valois, mon mari depuis 9 ans, âgé de 61 ans, charmant de cette manière propre aux hommes qui n'ont jamais eu à faire trop d'efforts et assez intelligents pour savoir dans quel salon il faut se montrer. Était directeur des opérations dans une entreprise manufacturière de la région lyonnaise lorsque nous nous étions rencontrés. Au bout de 3 ans de mariage, cette entreprise avait été restructurée et il s'était retrouvé au chômage, pile au moment où je venais de décrocher le premier grand contrat de référence de Valois Design, une nouvelle médiathèque municipale pour la ville de Boulogne-Billancourt. Et où j'avais besoin de quelqu'un pour gérer le pôle opérationnel pendant que je me consacrais à la conception et à la clientèle. Thomas s'était alors imposé naturellement comme partenaire dans la vie et au travail, gérant les sous-traitants, les relations avec les fournisseurs, les assurances et surtout la fameuse caution solidaire indispensable pour nos marchés publics sans laquelle nous ne pouvions même pas soumissionner auprès de l'État. Il était doué pour ça, il savait charmer un sous-traitant pour qu'il respecte les délais sans recourir à des menaces judiciaires, et j'en étais reconnaissante, sans voir ou choisissant de ne pas voir qu'au fil du temps. Thomas avait commencé à traiter l'entreprise moins comme une œuvre commune que comme une structure qu'il gérait, mon nom figurant sur la porte tandis que ses mains tenaient les commandes. Nous avions essayé d'avoir des enfants, d'abord 2 ans de tentatives naturelles, puis 2 autres d'assistance médicale à la procréation, des inducteurs d'ovulation, des inséminations artificielles et enfin une FIV complète qui avait échoué à la 8e semaine. La mère de Thomas,
Jacqueline, était une ancienne professeure des écoles à la retraite originaire de Tours, une femme qui exprimait son affection par des gratins de pâtes et ses critiques à parts égales. Ne manquant jamais une occasion de rappeler que la petite fille de sa sœur venait d'avoir des jumeaux à 41 ans, comme s'il s'agissait d'un défi personnel que j'avais échoué à relever, au point qu'à Noël. Elle avait annoncé devant 11 membres de la famille qu'elle allumait des cierges à l'église pour nous tous les dimanches depuis 2 ans, plongeant tout le monde dans la contemplation de ses assiettes pendant que Thomas s'éclaircissait la gorge et que je souriais jusqu'à ce que mon visage me fasse mal. J'avais recruté Léa puis 2 ans avant que tout ne s'effondre, par le biais d'un programme de réinsertion professionnelle de la région parisienne qui mettait en relation des employeurs et des adultes ayant connu des interruptions de carrière pour des raisons d'aide familiale ou de difficultés économiques. Léa avait 26 ans, c'était une mère célibataire avec une fillette de 3 ans, vive et avide d'apprendre d'une manière qui me rappelait moi-même à cet âge-là, filet de sécurité en moins. Elle qui avait entamé un BTS de dessinateur-projeteur avant de devoir abandonner lorsque sa mère était tombée malade et que l'argent pour la garde d'enfants avait fait défaut. Je lui avais financé la fin de sa formation, je lui avais accordé des horaires aménagés et je lui avais appris à lire un plan de masse ainsi qu'à présenter un projet à un client sans s'excuser d'exister, si bien que lorsqu'elle avait obtenu son diplôme, je l'avais promue coordinatrice de projet. Tu n'étais pas obligée de faire tout ça, m'avait-elle dit un jour assise en face de mon bureau, ce à quoi j'avais répondu, ne dis pas que tu me dois quelque chose, fais juste bien ton travail, et si tu peux le transmettre un jour. Elle m'avait regardé et avait juré qu'elle le ferait, et j'étais convaincue qu'elle le pensait sincèrement, car au début, les gens sortent de la précarité en voulant réellement progresser, puis quelque chose bascule, la gratitude s'estompe. La comparaison s'installe et il cesse de mesurer le chemin parcouru pour commencer à mesurer ce que vous possédez, un mécanisme que je n'avais pas vu à l'œuvre tant j'étais occupée à faire tourner la société. Le rendez-vous à la banque était fixé à 14 heures et la conseillère, une femme nommée Brigitte, la cinquantaine, des lunettes de lecture remontées sur le front, avait ouvert le dossier avant de commencer le processus de vérification et de s'interrompre soudainement, regardant son écran, puis moi. Puis à nouveau son écran, avec cette expression que prennent les gens lorsqu'ils s'apprêtent à dire quelque chose qu'ils préféreraient taire. Madame de Valois, a-t-elle prononcé avec précaution, avant de procéder au transfert des actifs, je remarque un point qu'il me faut signaler, votre situation matrimoniale apparaît ici comme divorcée, avec un jugement prononcé il y a environ 8 mois. Elle a fait glisser ses lunettes sur son nez et a demandé, avez-vous besoin d'un instant ? Je n'ai pas bougé pendant 3 ou 4 secondes, puis j'ai pris mon téléphone pour appeler Hélène Marchand, l'avocate qui avait rédigé chaque contrat important jamais signé par Valois Design. Une femme de 52 ans au tailleur couleur béton et à la voix capable d'interrompre net une déposition à 50 mètres, qui a décroché à la 2e sonnerie. Hélène, ai-je dit d'une voix plus calme que prévu, il faut que tu me rejoignes tout de suite, et sentant l'urgence sans poser de questions, elle a répondu, dans 15 minutes à mon cabinet. J'ai présenté mes excuses à Brigitte en lui expliquant que je devais vérifier une information avant de continuer, et elle m'a remis un justificatif papier sur lequel seule la ligne de l'état civil était surlignée en jaune, en émettant l'espoir qu'il s'agissait d'une erreur administrative. Je l'ai remerciée et je suis sortie de la banque pour m'asseoir dans ma voiture sur le parking pendant exactement 4 minutes, sans pleurer, sans bouger, écoutant simplement la circulation de la rue de Rivoli comme si c'était la seule chose réelle au monde. En moins de 30 minutes, Hélène avait retrouvé la procédure de divorce sur son écran grâce à un contact au greffe du tribunal judiciaire de Paris. La requête avait été déposée 10 mois auparavant de manière conjointe. L'adresse de notification pour l'ensemble des correspondances judiciaires était l'adresse professionnelle de Valois Design sur le boulevard Saint-Germain. Le formulaire comportait une renonciation à comparaître. Et l'accord portant règlement pécuniaire des effets du divorce était signé par les 2 parties, stipulant que je renonçais à toute réclamation sur les comptes personnels de Thomas et que j'acceptais le rachat de ses parts dans l'entreprise pour un montant symbolique. Avec ma propre signature au bas du document. Hélène a posé son stylo avec beaucoup de précaution sur son bloc-notes, et je savais exactement quand j'avais signé ce papier. 14 mois plus tôt, j'avais subi une intervention chirurgicale en urgence pour une ablation de la vésicule biliaire. Un épisode survenu en un éclair un mardi soir avec de fortes douleurs, un passage aux urgences et une consultation chirurgicale immédiate. Le lendemain matin, Thomas était là, prévenant pendant ces 2 premiers jours comme le sont les gens lorsqu'ils réalisent soudainement avec quelle facilité les choses peuvent disparaître.
mais le troisième jour. Alors que j'étais encore sous l'effet des antalgiques et penché sur un plateau repas d'hôpital, il était entré avec une chemise cartonnée en affirmant que l'organisme de cautionnement exigeait une actualisation des pièces justificatives pour le renouvellement du marché public et que la date limite était fixée au vendredi suivant. Il m'avait tendu le stylo en désignant les emplacements de signature à l'aide de petits papiers autocollants, en me répétant que c'était purement administratif et que j'avais bien confiance en lui, et j'avais signé parce que ma cicatrice me faisait souffrir. Que j'étais épuisée et que je croyais que c'était l'homme que j'avais choisi, convaincu que l'histoire commune signifiait des intentions communes et que les années passées à nous disputer sur des factures de sous-traitants et à célébrer nos victoires autour de la même table voulaient dire que nous étions toujours du même côté. Certaines leçons ne s'apprennent pas à bon compte, et certaines se paient avec des années, si bien qu'Hélène m'a conseillé de ne pas rentrer chez moi pour affronter Thomas, mais plutôt de passer en revue les registres du courrier de l'année écoulée afin d'identifier toute enveloppe en provenance du tribunal et de tout sauvegarder. Je me suis donc rendu directement au bureau alors qu'il était près de 18h et que la plupart des collaborateurs étaient partis. J'ai pris le classeur physique du courrier de l'accueil et j'y ai découvert 3 mentions sur une période de 8 mois. Chacune annotée d'une écriture que j'ai immédiatement reconnue, avis juridique à Thomas de Valois selon sa demande, l'écriture de Léa. Je me suis assise sans rien jeter et sans émettre le moindre son, me contentant de fixer ces 3 lignes jusqu'à ce que les lettres cessent de danser devant mes yeux. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi à 20h30 pour y trouver Thomas affalé sur le canapé devant un match de basket avec un bol de cacahuètes, et lorsqu'il a levé les yeux en me demandant « Longue journée ?» J'ai répondu « Oui, très longue journée », avant de filer dans la salle de bain pour faire couler la douche et appeler Robin Petit depuis mon téléphone portable. Robin avait suivi le même master à l'université Paris-Dauphine avant d'abandonner l'architecture dès la première année lorsqu'il avait réalisé que sa véritable passion était de retrouver ce que les gens cherchaient à dissimuler. Et il dirigeait désormais une petite agence d'investigation privée dans le 14e arrondissement. « J'ai besoin que tu fasses une enquête financière complète sur mon mari, lui ai-je dit, ainsi que sur une femme du nom de Léa puis, et après 2 secondes de silence, Robin m'a demandé « Jusqu'où ?» Ce à quoi j'ai répliqué « Jusqu'au bout ». Le lendemain matin à 7h, j'étais au bureau pour éplucher 3 ans de relevés de paiement aux fournisseurs en compagnie de Mona, notre comptable présente depuis la 2e année de l'entreprise. Doté de la mémoire d'un expert comptable judiciaire et de la loyauté de ceux qui savent ce que bâtir à partir de rien veut dire. En lui expliquant que je réalisais une revue préalable à l'audit pour le renouvellement des garanties, elle a sorti les rapports sans sourcils froncés, et en 40 minutes, nous avons localisé la société puis service. Une URL enregistrée en Seine-Saint-Denis et répertoriée comme prestataire de maintenance de bâtiments et de fourniture de matériel, à qui Valois Design avait versé au total 418 000 € sur 28 mois sous forme de frais de maintenance, de location de matériel et de factures de fourniture. Chacune suffisamment floue pour passer un contrôle rapide mais assez précise pour paraître authentique, la gérante enregistrée n'étant autre que Darlène Puy, la mère de Léa. Mona a retiré ses lunettes pour les poser sur le bureau, a fixé l'écran en silence pendant un long moment, puis a murmuré « Dis-moi ce dont tu as besoin et détruis tout ce que tu viens de télécharger », ce à quoi j'ai répondu « Rien ne passe par le serveur de l'entreprise ». 3 jours plus tard, Robin m'a appelé pour m'apprendre que Léa disposait d'un second téléphone portable prépayé enregistré à l'adresse de sa mère, dont les relevés de facturation obtenus par voie légale attestaient de contacts réguliers avec une messagerie professionnelle liée au groupe Méridien, notre principal concurrent. La même entreprise qui nous avait évincés sur 2 appels d'offres au cours des 18 mois précédents alors que nous étions certains de les remporter. Robin avait également épluché les versements bancaires de Léa, découvrant qu'en plus de son salaire chez nous, elle avait perçu 4 virements d'une entité écran domiciliée à l'étranger pour un montant total de 62 000 €. Ce qui signifiait que Léa n'entretenait pas seulement une liaison avec Thomas, mais alimentait le groupe Méridien en documents d'appel d'offres, en carnet de contacts clients et en planning de projet. Ayant franchi la porte de mon bureau sous couvert d'une seconde chance pour en faire une simple fenêtre ouverte sur nous, je n'ai ni crié ni pleuré, ressentant seulement un grand calme s'installer en moi, semblable au silence d'une pièce après la fermeture d'une porte, sachant que la caution solidaire pour notre plus grand chantier en cours
L'extension du tribunal de grande instance de Nanterre évaluée à 14 millions d'euros, était gérée par un courtier en cautionnement que Thomas pilotait personnellement depuis 6 ans et qui avait laissé entendre par 2 fois le mois précédent que son interlocuteur habituel refuserait de collaborer. Avec une nouvelle direction, sous-entendant clairement qu'en cas d'action contre Thomas, la caution serait retirée et nous mènerait à la faillite avec 42 salariés et 8 ans de réputation menacée. J'ai alors joint Carlton Webb, un avocat d'affaires de 60 ans établi dans le 8e arrondissement de Paris, spécialisé dans le droit de la construction et la criminalité financière, dont j'avais entendu le nom à 2 reprises dans les cercles professionnels sans jamais avoir eu besoin de ses services. Ignorant jusqu'alors ce qu'Hélène m'avait appris, à savoir que Carlton avait grandi à Roubaix, fils d'un peintre en bâtiment, et qu'en 1988, un investisseur immobilier du nom de Patrice de Valois s'était porté garant d'un prêt lui permettant d'intégrer l'école de droit alors que toutes les portes lui étaient fermées, un geste dont mon oncle ne m'avait jamais parlé, pas une seule fois. Lorsque je suis entré dans le bureau de Carlton pour lui exposer les motifs de ma visite, il m'a longuement observé avant de prendre la parole pour me dire « Ton oncle m'a adressé une lettre chaque Noël pendant 20 ans sans jamais rien demander d'autre que d'espérer que je faisais du travail. » Honnête. Puis il a saisi son stylo en ajoutant « Raconte-moi tout ». Carlton a agi avec rapidité et discrétion, me mettant en relation en l'espace d'une semaine avec un organisme de cautionnement concurrent doté d'une meilleure notation que celui contrôlé par Thomas afin d'enclencher le transfert des garanties. Tout en déposant un dossier de signalement pour fraude auprès du registre du commerce et des sociétés et en coordonnant la transmission des infractions financières au parquet compétent, tandis qu'Hélène gérait le volet familial et que le disque chiffré de Mona rejoignait le coffre-fort de Carlton. Pendant ce temps, Thomas ignorait tout de ses manœuvres, rentrant la plupart des soirs pour dîner, regarder la télévision et se coucher. Allant même jusqu'à me masser les épaules un soir où je me tenais devant le plan de travail de la cuisine en me disant que j'étais trop stressée et qu'il faudrait que je prenne un week-end de repos après la pose de la première pierre du tribunal, ce à quoi j'avais répondu par l'affirmative. Consciente que certaines choses se retiennent non par pardon, mais parce qu'on a besoin qu'elles restent exactement là où elles sont un peu plus longtemps. La cérémonie de pose de la première pierre pour l'extension du tribunal de Nanterre s'est déroulée un jeudi matin de novembre devant 60 personnes, comprenant des conseillers départementaux, des chefs de projet, des sous-traitants et une équipe de télévision locale, pour laquelle j'avais enfilé un blazer gris et glissé dans ma poche intérieure le compas de dessin en laiton légué par Patrice, celui-là même qui avait trôné sur mon bureau pendant 11 ans. Sans savoir précisément pourquoi je l'avais emporté ce matin-là, j'avais juste besoin de tenir quelque chose de réel, et j'en étais à ma 3e phrase de discours au pupitre lorsque Thomas s'est avancé pour m'interrompre sans hausser le ton. S'adressant directement au chargé de mission du conseil départemental pour signaler l'existence d'un litige non résolu portant sur les droits de propriété et la structure capitalistique de Valois Design devant être purgée avant toute poursuite des travaux. Brandissant une chemise cartonnée et l'air parfaitement calme, parfaitement préparé, semblable à un homme ayant répété cette scène à de multiples reprises. Le représentant m'a regardé, j'ai pris une inspiration et j'ai déclaré « Monsieur de Valois fait référence à un différend juridique réglé il y a 3 jours, et si vous souhaitez confirmer l'état actuel de notre cautionnement auprès de l'organisme garant. Il s'agit désormais de Méridien Fidélité, notre nouvel assureur caution effectif depuis mardi, dont l'attestation de garantie figure dans le dossier du projet transmis hier au département. » L'expression de Thomas ne s'est pas effondrée, elle s'est simplement figée, pareil à un programme informatique tentant de lire un fichier qui n'existe plus, et j'ai poursuivi en disant, par souci de transparence totale envers les services départementaux. Je tiens également à préciser qu'un signalement a été effectué auprès du procureur de la République de Nanterre concernant des irrégularités financières relevées dans l'historique des paiements de nos fournisseurs. Tandis qu'une procédure distincte relative à l'usage abusif d'une procuration a été transmise à l'ordre des avocats, ajoutant que ces affaires étaient désormais entre les mains des autorités compétentes. Carlton, qui se tenait au fond de la foule, m'a adressé un léger signe de tête, et tandis que 2 conseillers départementaux s'informaient pour savoir si le calendrier des travaux restait inchangé, j'ai affirmé que oui et que les pelles entreraient en action dès aujourd'hui, ce qui fut fait. Dans les mois qui ont suivi, Thomas a été mis en examen pour escroquerie, abus de pouvoir et recel, avant de plaider coupable pour des infractions moindres assorties d'une peine avec sursis et de lourdes amendes.
tandis que Léa et sa mère ont fait l'objet de poursuites civiles pour les factures frauduleuses et que Léa a également répondu de chef d'inculpation lié au vol des documents de soumission, le groupe Méridien, une fois la mécanique financière mise au jour par les enquêteurs, ayant quant à lui préféré transjudiciairement régler un contentieux civil et se retirer de 2 marchés franciliens obtenus à l'aide d'informations qu'il n'avait aucun droit de posséder. J'ai utilisé une partie de l'héritage de mon oncle Patrice pour créer un fonds de bourse d'études destiné aux étudiants des sections d'architecture et de gestion de chantier de l'IUT de Saint-Denis. Ciblant tout particulièrement les personnes reprenant leurs études après une interruption de carrière ou en situation de monoparentalité, la première lauréate ayant été désignée au printemps suivant. Une femme de 31 ans en reconversion après un divorce difficile qui élevait seule ses 2 enfants avec un revenu à temps partiel. Je l'ai rencontrée avant l'officialisation de l'attribution, je lui ai serré la main alors qu'elle semblait bouleversée, et je lui ai dit, « Tu ne me dois rien, contente-toi de faire ton travail honnêtement, et si tu peux le transmettre un jour. » Ce à quoi elle a répondu en hochant la tête, et je l'ai cru. Par un froid matin de février, assise dans mon bureau d'angle situé dans le même immeuble mais à un étage supérieur et doté de baies vitrées plus larges, je contemplais la skyline de la Défense, le compas posé sur mon bureau à sa place coutumière. Et l'ayant pris pour le faire tourner une fois au creux de ma paume, je me suis dit qu'il ne dessinait rien à votre place et qu'il vous tenait simplement en éveil sur l'écart entre là où vous êtes et là où vous cherchez à aller. J'avais passé 9 années à croire que je construisais quelque chose avec un partenaire, alors qu'en réalité j'avais tout bâti toute seule sans m'en apercevoir, trop occupée à regarder le plan d'architecte plutôt que la personne qui se tenait à mes côtés. Et si je ne garde aucune rancœur pour ce qui s'est produit, sachant que la haine coûte cher et que j'ai appris à lire les petites lignes avant de signer quoi que ce soit. Je conserve le poids plus net et plus sain de savoir exactement ce dont je suis capable lorsqu'on essaie de me dérober tout ce que j'ai édifié, consciente que mon oncle, qui n'avait jamais réclamé le moindre crédit pour ce qu'il donnait, m'avait laissé en héritage quelque chose qui valait la peine d'être protégé, car certains patrimoines se mesurent en euros, tandis que le seul qui compte vraiment est celui qui arrive enveloppé dans une feuille de papier millimétrée sans un mot. De la part d'un homme qui comprenait que la distance la plus importante dans la vie de quiconque est celle qui sépare ce que l'on est de ce que l'on est disposé à devenir lorsque cela vous coûte tout.